En direct de Rimouski, on reçoit la rayonnante. C'est votre cadeau de Noël à la maison, Marie-Ève Albert, qui a été aussi nommée recrue de l'année par le mouvement Journaliste Québec. Franchement. Marie-Ève, au début de l'année, personne ne te connaissait. Puis à la fin de l'année, tout le monde te connaît. Si tu as fait ça comme ça en 2021. Je pense que tu vois vraiment big mon ascension, mais c'est pas grave. Regarde, je vais prendre les compliments. Tu as commencé, le gars du dépanneur ne te reconnaissait pas, puis là, t'es ami Kelly Hearn. C'est quand même, pas pire. Okay, on va souhaiter, en commençant tout de suite, un joyeux Noël à nos nombreux auditeurs et une bonne année 2022. On vous souhaite un retour à la normale. Ouais. Puis je vais souhaiter aussi une bonne année à mes petites boxeuses. J'espère qu'ils vont avoir une bonne année parce que c'est toujours moins facile en boxe féminine. Fait que je vais souhaiter une bonne année 2022 en boxe à toutes les boxeuses qui essayent de faire leur chemin. C'est important pour moi. On va parler de plein d'eux autres aujourd'hui. Oui. Le sujet qui s'impose, sujet à débat, sujet à chicane, sujet... les médias sociaux ont parfois du très beau et parfois du très laid. Et on dirait que ce combat-là a fait sortir soit du beau, soit du laid. Il n'y avait plus de demi-mesure. Marie-Ève Dicker regagne la ceinture IBF chez 154 livres avec en prime un KO. Mais ce qui a retenu l'histoire du combat, c'est que, et là, on va faire comme l'ange et le démon un peu. Ah oui? OK. Cynthia Lozano, elle ne savait pas boxer, elle n'avait pas d'affaires là. OK. Ça, c'est ta position. Okay, non, c'est pas ma position. Ma position, je vais donner ma position complète. Mais je suis parfaitement d'accord qu'à partir du moment où tu n'es pas championne du monde puis que un des 4 organismes de sanctions accepte une adversaire, tu ramasses le titre, tu la dévisses, c'est pas ton problème si elle n'est pas de calibre. Après ça, tu te promènes avec la ceinture. Et c'est, pour moi, là, le zéro sur le time frame, là, il est aujourd'hui. C'est qu'est-ce que maintenant Marie-Ève Dicker va faire avec son deuxième règne de la IBF. Contre qui tu gagnes, c'est pas vraiment important. Tu sais, quand Bouté a sacré une volée à Alejandro Berrio, il ne s'est pas occupé à savoir si Berrio allait être capable de relancer les coups de l'autre bord. Tu ramasses le titre, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Les gens sont très exigeants. Ils aimeraient voir tout de suite les plus gros combats toujours, mais dans des catégories comme le 154 livres, le 147 livres, le 160 livres, où il n'y a pas beaucoup de boxeuses, et là, on est en temps de pandémie, il n'y a pas beaucoup de boxeuses disponibles. Si tu veux aller chercher un titre, tu n'as pas toujours toutes les options que tu aimerais avoir. Mettons, tu sais, si on compare chez les garçons, il y a des catégories où il y a 1000, 2000 boxeurs. Là, on a 50 boxeurs à peu près là, éligibles, enlève-en peut-être 10 qui ne sont pas en shape à cause de la pandémie ou qui sont inactifs. Tu ne peux pas ramener une fille inactive depuis 2 ans dans un combat de championnat tout de suite. Ça fait bizarre. Il y en a qui sont âgés aussi. T'sais. Mais Marie-Ève, c'était du jamais vu. Là. Tu prends une division où il y a 17 boxeuses actives avec des fiches positives. Et là, tu as une fille qui unifie tout, Clarissa Shields, se débarrasse des 4 ceintures. Et imagine, là, il y a 17 boxeuses actives. Ça en prend 8 pour faire 4 championnats du monde. Ça en prend 4 autres pour devenir aspirant numéro 1. Je dis à la limite, là, si tu es chez les 154 livres, tu as 3 chances sur 4 d'être aspirant numéro 1 et ou en combat de championnat du monde. Tu sais, Marie-Ève, là, elle n'est peut-être pas super satisfaite de comment ça s'est passé pour plein de raisons. C'est pas le combat le plus agréable à regarder à la télévision, on va se le dire. Les styles ne fonctionnaient pas très bien ensemble. Cynthia Lozano avait vraiment pas les aptitudes techniques, mais elle avait du cœur, par exemple. On ne peut pas lui enlever. Elle avait du cœur. Marie-Ève du monde qui ont du cœur, il y en a plein, Maru. C'est ça, tu sais, elle avait du cœur, mais ça ne fait pas d'elle une boxeuse technique pour autant parce qu'elle a du cœur. Mais on ne peut pas lui enlever qu'elle était classée quand même top 10 dans plusieurs organisations. Donc, quand on dit est-ce que c'était légitime que Marie-Ève Dicker affronte Cynthia Lozano, la réponse c'est oui, même si ça ne fait pas un combat élégant, puis même s'il y avait vraiment un clash entre les capacités de l'une puis de l'autre, parce qu'elle était quand même classée, puis ça a été sanctionné, ce combat-là. Ça, moi, je vais te dire que la réponse est non. Puis là, on va chicaner. Pourquoi je vais te dire non? C'est parce que la boxe féminine, dans certaines
certaines compagnies, dans certains diffuseurs, est encore à ses premiers balbutiements. C'est la première génération qu'on peut dire, qu'on amène à la télévision, qu'on amène en demi-finale. Fait que quand tu as une occasion de présenter de la boxe féminine à un vieux monsieur comme Bob Arum en demi-finale avec les Américains qui sont sur ESPN+, si tu rates ce combat-là, il y a des vieux... Moi, si j'étais... OK, je vais te le dire. Là, si j'étais un diffuseur de télévision, puis je vois Lozano, j'appelle Bob Arum, puis je dis la prochaine fois, là, on va y aller à Montréal pour Beterbiev. Tu vas me mettre deux beaux messieurs en demi-finale dans un combat équilibré parce que là, j'ai ESPN+, le monde, il se demande qu'est-ce qu'ils ont vu. Puis en plus, je pense que le fait que c'était Pellerin, rien enlevé à Pellerin, mais il a 41 ans, puis il s'est blessé pendant le combat. Le combat de Pellerin était plate. Fait que d'arriver avec Lozano qui ne savait pas boxer après, je pense que ça n'a pas servi non plus pour le diffuseur américain. Nous, au Québec, je dis, Marie-Ève a gagné un titre, on est content, on sort avec le sourire, mais ça chialait ses médias sociaux. C'est sûr que la carte américaine n'était pas très alléchante, mais le combat de Beterbiev a quand même racheté beaucoup de choses. Tu as raison, d'un point de vue marketing, puis marketing de la boxe féminine, c'était pas un combat idéal du tout à avoir. Ça, tu as tout à fait raison, je ne chicanerai même pas là-dessus. Moi, quand je dis que c'est un combat qui était légitime, je parle plus au niveau de la manière que les associations fonctionnent présentement. Donc, en ce sens-là, tu sais, je vais comparer avec un autre combat qu'on a eu, puis on va reparler plus en détail. On a vu une Seniza Estrada se battre contre Maria Santizo à la fin décembre aussi, le lendemain du combat de Marie-Ève. Et Seniza Estrada a fait tout qu'un knockout sur Maria Santizo. Maria Santizo n'était pas une fille classée top 10. Maria Santizo n'était pas... Tu sais, Seniza Estrada, elle a le choix en masse. Elle se bat dans 3 catégories. Est-ce qu'il y avait des filles prêtes pour se battre contre elle qui étaient de plus de calibre? La réponse, c'est oui. Puis là, on a vraiment choisi une adversaire contestable dans la mesure où ils sont allés vraiment... Il aurait pu avoir Yokasta Valle qui était prête, puis sont allés vers une adversaire vraiment plus facile, qui avait une fiche un peu à la Lozano, une fiche parfaite avec des knockouts et tout. Donc, ici, si on compare les deux, on a une Marie-Ève Dicker qui fait face à une Styal Lozano qui, oui, c'est vrai, on a vu qu'elle n'avait pas les aptitudes boxe, mais qui était quand même classée, autant dans l'IBF que la WBA. J'ajoute tout ce que tu dis, c'est juste d'un point de vue spectateur, d'un point de vue public. Ces mismatchs-là ne peuvent pas arriver. Je me rappelle celle qu'on appelait la soccer mom. Là, elle amenait ses enfants à l'école. Elle avait affronté Estrada. C'était une Américaine de Estrada de 5-0. C'est le knockout en 7 secondes. Le combat dure 7 secondes, puis elle est couchée avec le masque à oxygène. Ça ne rend pas service à la boxe. Même chose, on a vu les incidents au Stade Jarry. Donc, moi, je veux dire, j'étais un peu surpris, puis là, on va sortir du volet juste boxe féminine. Avec les incidents du Stade Jarry, j'avais l'impression que nos prochains Mexicains allaient être, sans être des dangers pour nos fiches, allaient être meilleurs. Puis là, quand on a vu le gala commencer, c'était 1 minute. 1 minute. Les gars se faisaient knocker au premier round. Là, la fille contre Marie-Ève, c'est pas trop boxé. Là, je me dis, où c'est qu'on s'en va avec ce genre de mismatch-là, surtout présenté à la télévision américaine? C'est sûr qu'il y a des questions à se poser. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait des adversaires mexicains assez faibles. Maintenant, on est en temps de pandémie encore. Est-ce que ça justifie? Est-ce qu'on est tout tanné d'entendre cet argument-là qu'on est en temps de pandémie? Je pense que ça aussi, il y a de l'argument à faire, de l'argumentation à faire là-dessus parce qu'on voit de très bons match-ups ailleurs. Et la pandémie existe ailleurs aussi, puis parfois elle est pire qu'ici. Puis il y a des restrictions pires qu'ici dans certains endroits en Europe, entre autres présentement. Alors, bon, on ne pourra pas régler la question aujourd'hui. Pas de procès. Mais Marie-Ève, disons qu'on part de Marie-Ève. Okay. Elle est allée chercher une ceinture, entre guillemets, facile parce que l'adversaire n'était pas nécessairement de son calibre. Ça n'a pas donné un bon spectacle, soit. Mais comme tu dis, on part, le point zéro, c'est aujourd'hui. Okay? Le 17 décembre, quand elle a terminé son combat, c'était le point zéro. Et Marie-Ève, des bons combats, elle va en avoir. Parce qu'à cette heure que tu as une ceinture, tu peux aller... tu peux essayer, puis à cette heure, c'est Clarissa Shields n'a plus toutes les ceintures aussi, parce que c'est compliqué d'avoir Clarissa Shields, mine de rien, puis elle l'a déjà eu. Mais... Là,
on peut aller cogner à la porte d'autres filles pour unifier, mais on peut aussi jouer entre les catégories de poids. Comme on dit, ces filles-là, souvent, sont prêtes à descendre ou monter parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'opportunités de se battre. Donc, quand ils ont une opportunité puis il faut monter de 5 livres, il y en a qui vont dire « Oui, je vais le faire ». Maintenant, c'est quoi ces opportunités à Marie-Ève? Il y a l'unification en 154 livres qui est très alléchante. On a Anna Rankin, qui est quand même une boxeuse qui est capable de vendre, qui est intéressante, qui a des ceintures. On a Patricia Bergu qui revient de son inactivité puis qui a repris sa ceinture. Il ne faut pas oublier que Bergu devait être l'adversaire de Marie-Ève Dicker. Mais je veux juste t'interrompre une seconde. Quand on surveille les médias sociaux, on sent beaucoup d'intérêt entre Bergul et Rankin de s'affronter entre elles pour ensuite avoir le gros pouvoir de négociation avec, parce que pour eux, là-bas, Yvon Michel est immensément plus gros que leur promoteur à eux. Fait qu'ils se disent, avec 2 ceintures, on va faire cracher le monsieur en Amérique du Nord. Puis là, tu as des filles, entre autres une Anna Rankin qui se bat beaucoup sur Fight Zone, du pay-per-view, un peu à la Fight TV, versus Yvon Michel qui a beaucoup de possibilités. Hein? Lui, il y a Fight TV, effectivement, mais il y a la télé canadienne, mais il y a aussi la télé américaine des fois, tout dépendant. Il y a un partenariat de Pro-Bellum. On peut faire des événements beaucoup plus intéressants du côté d'Yvon Michel. Maintenant, est-ce que ça va être seulement ça, son plan de match? Parce qu'on sait que Yvon Michel a beaucoup parlé d'aller chercher Jessica McCaskill. Maintenant, est-ce que la simple ceinture IBF de 154 livres de Marie-Ève est assez vendeuse? Puis ce qu'on a vu de Marie-Ève pour aller chercher McCaskill. On sait que McCaskill est undisputed. Elle veut le cash. Mais des fois, ça dépend parce que tu vois McCaskill, on se dit pourquoi qu'elle affronterait Marie-Ève, mais tu regardes ses dernières adversaires, puis Marie-Ève a déjà plus de notoriété que toutes ces filles-là. Je pense que la défaite de Marie-Ève, le fait qu'elle soit restée jusqu'à la fin avec Shields, va y ouvrir des portes parce qu'il y en a qui vont se dire elle cogne pas. Il faut juste oublier le combat contre Lozano, qui n'était pas nécessairement. Tu sais, les gens jugent vite, oublient vite. Hein? Mais non, mais vendeuse pour un promoteur américain. Tu l'amènes chez toi, elle arrive le mardi, elle est parfaitement bilingue, elle est grande blonde, elle paraît bien, elle vient avec son background de karaté, elle sourit tout le temps. Moi, si j'étais un promoteur avec des billets à vendre, je ne suis pas gêné de la déplacer puis de l'embarquer. Elle est sympathique aussi, elle a une belle personnalité. C'est rafraîchissant dans un monde où on voit des gens rough des fois. Il y a une autre opportunité pour Marie-Ève qui pourrait arriver, passer par un autre chemin pour aller chercher McCaskill. C'est le chemin de Cecilia Brækhus. La première dame. Pourquoi je dis le chemin de Cecilia Brækhus? Cecilia Brækhus, c'est la seule personne qui l'a vaincue 2 fois plutôt qu'une, c'est McCaskill, à 147 livres. Maintenant, elle est en fin de carrière, peut-être Brækhus, elle est à la 40 ans, elle aimerait peut-être aller chercher une ceinture en 154 livres pour finir championne. Donc, peut-être que Brækhus voudrait affronter Marie-Ève Dicker à 154 livres ou dans un catchweight entre 147 et 154. Si Marie-Ève bat Brækhus, elle devient la seule haute boxeuse à part McCaskill à l'avoir fait. Et là, ça devient très vendeur pour Matchroom. Parce qu'il ne faut pas oublier que McCaskill est rendu chez Matchroom. Et fort probablement qu'un combat comme ça, c'est Matchroom qui gagnerait un bid. Parce que McCaskill, on sait que c'est une vedette de Matchroom présentement. Elle commente, etc. Donc, pour Marie-Ève, il y a beaucoup d'opportunités d'aller essayer le chemin de Brækhus aussi. Les gens ne le voient pas, mais moi, je le vois comme ça. La WBO a un règlement qui est un peu maison, OK? Que quand tu es un ancien champion de la WBO, si tu es champion de la WBO et que tu abandonnes un titre, on te donne tout de suite l'aspirant obligatoire à la ceinture au-dessus. Donc, elle, c'est sûr qu'elle est aspirante numéro 1, mais je crois que la WBO, à cause du prestige, la notoriété de Brækhus, ils vont tout de suite lui offrir le titre vacant. Je pense même qu'ils l'ont laissé dormir un peu le titre. Ouais. Pour ça le laisser pourrait être très intéressant, là. C'est le parcours qui est le parcours le plus intéressant, c'est que Marie-Ève aussi gagnerait une unification au casino contre Bergul ou Rankin pour ensuite battre Brækhus à la fin de l'année, puis là, commencer, mettons, l'année prochaine, décembre ou janvier, avec l'unification complète. Puis après ça, on y fait une statue devant le Centre Bell parce qu'elle a 6 ceintures. Parce qu'on sait que McCaskill va être un chemin difficile. McCaskill, elle a un projet. J'ai cru voir qu'il allait avoir un tournoi à 8 boxeuses
dans cette catégorie-là. Ça n'a pas été annoncé, mais son coach, Rick Ramos, n'arrête pas. Alors, il y aurait, je ne sais pas dans quelle catégorie de poids, je ne sais pas si ça va être multicatégorie dans un catchweight, mais il semblerait qu'il va y avoir un tournoi de 8 filles. C'est une rumeur qui court, il n'y a rien d'annoncé, mais le coach, Rick Ramos, il a participé dans les négociations, puis il a l'air de dire que c'est deal done. Alors, elle va être bien occupée l'année prochaine. Je suis un peu surpris de ce que tu m'annonces, parce qu'on a déjà des 140, comme je donnais l'exemple de Camara ou Cali Reese qui pouvaient se promener, là, ils ne sont plus là à 147. Fait que quel genre de qualité tu vas avoir si tu as besoin d'en avoir 8? Si c'est un catchweight, ça se peut que ça ne soit pas à 147 ni à 135. Et là, ça peut devenir intéressant pour une Jessica Camara, par exemple, une Cali Reese, de faire partie d'une Changel Cameron, d'aller une Alma Ibarra qui est censée avoir un combat contre McCaskill aussi. Elle a gagné sa place. Il pourrait y avoir une qualité quand même dans ce tournoi-là intéressante. Puis pour McCaskill aussi est un peu dans la même situation que Marie-Ève Dicker. Des adversaires de qualité, il n'en pleut pas 50 000 dans sa catégorie. Il y en a, mais pas tant que ça. Elle aussi, elle cherche des défis. Elle aimerait affronter Cathy Taylor ou Amanda Serrano, la gagnante de ce duel-là. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je pense que 2022 va être très intéressante pour Marie-Ève Dicker. Elle peut descendre, elle peut rester à 154 livres, elle peut aller dans des catchweights. Il y a aussi des bonnes boxeuses à 154 livres qui peuvent revenir. Je parlais de Raquel Miller que j'ai interviewée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 10 jours. Raquel Miller qui est revenue après 2 ans d'inactivité à 160 livres, mais qui m'a clairement dit, je suis revenue à 160 parce que c'était plus facile pour moi de revenir à 160, mais je vais baisser à 154, qui est une rivale qui peut être très, très, très dangereuse dans la catégorie. Faire du mal à bien des boxeuses qui ont des ceintures. Faire du mal. Moi, je te donne ma prédiction. C'est soit que Marie-Ève connaît la plus grande année de sa vie où il ne se passe rien pantoute, puis je vais chialer à l'épisode 19 qu'on va faire ensemble dans un an. On va passer à notre sujet numéro 2, des dates et encore des dates pour nos Québécois. J'imagine que tu as extrait les boxeuses québécoises. On a appris beaucoup de dates. Là. Avec qui tu veux commencer? Possiblement Léla. Il y a plein de dates, mais c'est parce qu'avec la pandémie, on ne sait pas si ça va arriver. Fait, je vais le dire pareil comme si ça allait arriver. Bon, mais tu sais, il y a Léla Baudouin, entre autres. Léla Baudouin qui, 22 janvier, devrait se battre au Casino de Montréal sur une carte d'Eye of the Tiger en sous-carte de Makhmoudov. Est-ce que ça va arriver? Je pense, le casino est fermé présentement, là. On ne se comptera pas de mensonges. Donc, le 22 janvier, puis le 29 janvier, il y a des événements. Est-ce qu'il va y avoir encore des restrictions sanitaires qui vont empêcher ces combats-là de venir ou les étrangers de voyager? On ne le sait pas. Mais la réponse, c'est oui. Mais rappelle-toi que Camille, au début de la crise sanitaire, avait tenté le coup d'avoir les studios. Il y a des studios de télévision dans le centre Vidéotron. Fait que tu as raison. On ne peut pas aller au casino, mais des émissions ont encore lieu. Là, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée à te nommer, mais comme les bulletins de nouvelles ont encore lieu. Fait que peut-être qu'ils vont faire un garage à TVA quelque part, puis ils vont aller de l'avant dans une autre formule. C'est ce qu'on souhaite. Kim Clavel. On a Kim Clavel qui devrait se battre. Ça. Oui, c'est réglé. Ça devrait se battre au mois de mars au casino aussi avec Yesenia Gomez. Ça, j'ai bon espoir que ça arrive. Beaucoup plus que, par exemple, le combat du 29 janvier de Marie-Pierre Roule au casino aussi. Un moment. Le combat de Kim Clavel, là, les gens à la maison se demandent pourquoi au casino de Montréal le 11 mars. Dans son contrat, Yesenia Gomez a accepté d'affronter quand même Clavel, malgré sa blessure au bas du corps. Mais elle a mis dans le contrat, vous avez 90 jours pour me verser la bourse et me trouver une date. Sinon, je déchire le contrat. Fait que c'est pour ça que si on faisait le calcul, 17 décembre plus 90, ça nous menait au 17 mars. On ne pouvait pas simplement prendre Kim et la mettre en finale à Trois-Rivières. C'est ce qui aurait été le côté le plus fun de l'histoire. Mais ça ne marche pas. Fait que dans le fond, 11 mars, au Casino de Montréal, Kim Clavel devrait être la vedette de cette carte. On va avoir plus de détails bientôt sur tout ça. Mais ça va être un combat. Ça, c'est un combat à ne pas manquer. Si on a un combat, ça va être excitant. C'est vraiment 2 personnes de calibre qui s'affrontent l'une contre l'autre, qui ont déjà... Il y a une forme de rivalité qui a été créée aussi. Kim est allée à Cancun la voir. Yesenia Gomez était au Centre Bell aussi.
aussi. Il y a eu des photos, il y a eu un face-off sur le ring. Oui, c'est bien joué, ça. J'aime comment on amène ça. C'est très bien amené. Je sais pas si tu as vu ça passer, ça a été très comme silencieux, mais malgré qu'elle soit blessée aux côtes, on a annoncé Marie-Ève Dicker le 11 avril au Casino de Montréal. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus... on réserve ça, entraîne-toi pour cette date-là, mais on cherche d'autres choses, mais on l'aura sur le côté un peu comme, quand tu magasines puis que tu trouves un T-shirt, mais tu continues à faire le tour des rayons. Yvon Michel, en théorie, va faire 12 galas. C'est ça qui a été annoncé. Avec Probellum, il y a une entente, il devrait faire 12 événements, que ce soit à Montréal, au Québec ou ailleurs au Canada. Mais il y a comme 12 événements, donc pourquoi pas réserver tout de suite une date, quitte à ce que ce ne soit pas Marie-Ève qui soit sur cette date-là. Ça te permet de réserver l'endroit. Puis, tu places tes dates tranquillement pour être à jour dans ton calendrier. Marie-Pierre Roule va se battre aussi 2 fois plutôt qu'une. On a entendu dire le 29 janvier contre une adversaire à confirmer. On a entendu dire c'est le 25 mars, si je ne me trompe pas, à Trois-Rivières. Pour les gens à la maison, gros scoop international, on n'a même pas le droit de le dire. C'est réglé, Candy Wyatt contre Marie-Pierre Roule le 25 mars prochain à Trois-Rivières. Attachez vos casquettes avec de la broche parce que Zouski va être dans un combat. Mais Marie-Pierre aussi va être dans un combat. Wyatt, grosse expérience sur la scène canadienne, revient d'un combat de championnat du monde où elle a quand même fait cette ronde. On va en parler plus tard. Ouais. Comment tu vois les choses pour les autres boxeuses québécoises? Bien sûr, je vais te nommer Martine Vallière-Bisson. On a Sarah Couillard, c'est pas de l'inconnu qu'elle essaie de passer chez les pros. On a Mathilde Baraillé. Est-ce que va falloir que tu t'en mêles toi-même avec tes contacts au Mexique pour garder tout le monde actif ou faire des passages pro? Parce que je ne vois pas. Tu sais, les cartes d'Eye of the Tiger, ils n'ont pas de place. Fait que si c'est pas Yvon Michel qui faufile quelque chose ou Yann Pellerin qui dit la pandémie finit puis il trouve le moyen de réserver le centre Pierre Charbonneau, ce ne sera pas facile pour tous ces noms-là. J'aimerais voir Yann Pellerin quand même quand il va commencer à faire des événements, voir des combats de filles. Là, ça serait vraiment bien. Au moins un combat par événement, là, ça serait déjà un bon début. C'est pas facile pour les filles qui n'ont pas de promoteur. Maintenant, est-ce qu'il y a qui n'ont pas de promoteur / pas d'agent aussi? Il y en a qui n'ont pas d'agent ou qui gèrent avec leurs contacts proches. Maintenant, est-ce que ça t'empêche de te battre? Pas nécessairement. Tu vois, j'ai parlé à une Raquel Miller qui a décidé, elle, de tout foutre en l'air, son agent, son promoteur, tout ça, puis d'être autonome, puis elle trouve ses opportunités elle-même. C'est juste que quand tu commences, c'est plus difficile que quand tu as déjà un nom établi comme Raquel Miller. On va voir. Ça risque d'être difficile. J'ai quand même espoir qu'à 12 galas de groupe Yvon Michel, il pourrait peut-être ajouter un gala de filles de temps en temps hors série, comme on dit, ça serait intéressant. Il y a toujours son entente avec Dibiela pour la carte entièrement féminine. Exactement. Puis, ça serait intéressant d'avoir une coupe de... Tu sais, on le voit beaucoup en Angleterre, des filles qui se font prendre hors série, se font offrir un spot, ils se font offrir le matchmaking. Puis, dans le fond, ça devient... ils font leur... En Angleterre, c'est chose commune. On voit ça régulièrement. Pourquoi pas au Québec? À 12 galas en entente avec Probellum, une entente avec Lou Dibella. Eye of the Tiger est parti pour faire plusieurs galas aussi. C'est quoi de dire on rajoute un combat de filles de temps en temps qui est hors série? Parce qu'ils ont juste Leila chez Eye of the Tiger. Ça serait le fun qu'ils rajoutent de temps en temps un combat de filles de plus. Ils l'ont fait avec Martine. On l'a vu. J'espère que ça va continuer parce que Martine donne un bon spectacle. Oui, mais Marie-Ève, tu sais que quand ils l'ont fait avec Martine, c'était le 4e choix, puis ça a pris des blessures, ça a pris des chevilles virées, du monde qui glissait sur la glace, ça a pris du matchmaking annulé. Il n'est jamais trop tard pour changer un peu sa mentalité. Parce que quand le train va passer de la boxe féminine, là, dans 5 ans, là, ça va vraiment être différent, la boxe féminine. On dit tout le temps ça, mais c'est vrai, les gyms sont pleins, les combats de qualité augmentent de beaucoup. Ben, si tu n'as pas fait un réseau de contact avec des bonnes jeunes boxeuses qui se boxent de temps en temps sur ta carte, tu vas être en arrière. Puis les gens, tu vas être en arrière. C'est ça l'affaire. Il faut avoir de la vision. Moi, je leur souhaite en 2022 à tous nos promoteurs québécois, incluant Yann Pellerin, d'avoir cette vision-là, d'embarquer dans le train, puis de se préparer pour que quand ça va être vraiment gros, la boxe féminine, ben, ils ne seront pas en arrière, contrairement aux promoteurs européens qui commencent à en mettre sur leur carte. OK, mais je vous laisse trouver les noms par vous-même, mais Yann Pellerin va en passer 2 chez les pros dès qu'il va faire un gala.
Et je t'annonce que c'est des filles qui vont tout de suite rapidement être dans le top 10 mondial. Là. Je te laisse deviner les noms. La rumeur courait, et à un moment donné, moi, je ne laisse pas trop les rumeurs courir longtemps. Quand les rumeurs courent trop, je m'arrange pour qu'il y ait un fil d'arrivée, puis je sors ça sur Boxing Town Québec. Maïva Amadouche, championne du monde de 2016 à 2021. Olympienne. Policière là-bas, olympienne. Et surtout, une fille que tu es mieux de ne pas cligner des yeux parce qu'elle ne fait pas dans dentelle. Elle, le terme, là, c'est elle avance, elle cherche et elle détruit. C'est ça. Elle fait de la destruction massive. C'est carrément ça. Elle s'en vient au Québec. Je n'ai pas fini mon introduction. Elle s'en vient au Québec. Elle a décidé, mais c'est pas un désaveu pour la France. Elle a simplement dit, je suis rendu à 32 ans. J'ai fait le tour des gyms. J'ai fait le tour ici. Ça va être plus simple au Québec avec le niveau d'entraînement. Il y a beaucoup de champions du monde dans le gymnase, avec le gymnase de la Ramsey Academy. Je choisis Antonin Descaries. Je veux fréquenter Antonin, Samuel. Je choisis Samuel Descaries de Relais. Je veux passer mes journées avec des champions du monde, avoir accès à tout ce réseau-là. Tu sais, on le sait qu'il y a des psychologues sportifs, des massothérapeutes, il y a tout, là, ils ont tout mis en dessous du même toit. Elle s'en vient vivre ça, essayer de passer à un autre niveau dans sa boxe. J'en ai parlé en long et en large avec Maïva parce que j'ai eu le privilège, c'est un vrai privilège de l'interviewer, ce qui a été très... ça faisait longtemps que je voulais, depuis qu'on a lancé 120 secondes, je voulais avoir Maïva et c'était compliqué parce qu'elle s'en allait aux Olympiques et s'en allait ensuite en combat de championnat contre Michaela Mayer. Elle était très occupée. C'est pas une fille qui donne beaucoup d'entrevues en général. Elle est très impliquée en dehors du gym avec la police, les violences conjugales, etc. Et dans le fond, j'avais entendu parler. Entre autres, toi, tu m'avais soufflé des affaires dans l'oreille, on va le dire. Puis moi, ben, je suis allée prendre ça, puis j'ai trouvé l'autre morceau de l'information grâce à quelqu'un qui était très gentil avec moi puis qui m'a soufflé une autre partie d'information. J'ai confirmé avec Maïva certaines affaires. Toi, tu as confirmé officiellement les noms et les dates après. Maïva s'en vient effectivement maintenant, pratiquement là. Elle s'en vient au Québec s'entraîner. Est-ce qu'elle va rester en permanence au Québec? Je ne crois pas, mais elle va s'entraîner. Elle va venir s'entraîner par moment au Québec. Elle devrait se rebattre rapidement. Pourquoi elle a choisi de venir, de sortir de la France? On en avait parlé en entrevue. Elle trouvait que... elle veut aller chercher le meilleur niveau possible. C'était à l'extérieur de la France qu'elle pouvait aller le chercher. Là, elle va s'entraîner avec un gars comme Beterbiev, avec des gars comme Mehmet Nadir Unal quand il va arriver, avec Chris Mbili, qui est un compatriote français. Est-ce que tu crois que Mbili a eu un rôle à jouer dans tout ça? Je ne le sais pas, parce que sincèrement, Samuel Descaries, qui va être son entraîneur, c'est un grand fan de Maïva Amadouche à la base et il connaît très bien le style et la manière d'être de Maïva Amadouche. Il était on en avait jasé ensemble justement, puis c'est un gars qui aime beaucoup Maïva Amadouche. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu besoin d'avoir une grande influence là-dedans parce que Sam Descaries connaît le projet Maïva très bien et pour lui, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier que Maïva, elle est signée chez Matchroom. C'est pas quelqu'un sans promoteur, c'est quelqu'un qui a déjà les grosses tribunes Matchroom, qui a l'appui d'Eddie Hearn pour des gros combats. Donc, ici, c'est intéressant là, pour Samuel Descaries. Quand on dit un projet, quand on choisit un boxeur dans son écurie, que ce soit Marc Ramsey ou Stéphane Larouche ou n'importe qui d'autre, ou même Sam Descaries, il faut que ça soit un projet, il faut qu'il y ait un retour sur investissement à un moment donné. Et avec Maïva Amadouche, qui a déjà touché le ciel et qui a fait le combat de l'année, à mon avis, contre Michaela Mayer, c'était le combat féminin de l'année. On est loin d'être fini. Là. Le projet là, peut continuer amplement. Il y a des opportunités pour elle encore qui s'en viennent chez les super plumes, puis même peut-être dans une autre catégorie. On ne le sait pas. Je trouve que c'est excitant pour le Québec d'avoir une Maïva Amadouche proche qui va rehausser le niveau ici. Les filles qui vont faire du sparring avec elle. Je suis sûre qu'il y a déjà une liste de filles qui sont en train d'écrire à Samuel Descaries pour dire « Hey, je veux faire du sparring avec elle. » En partant, notre équipe nationale féminine est très forte ici. Oui. Donc, on peut penser que c'est ces filles-là qui vont l'aider. Mais tu sais, j'imagine, admettons, je ne sais pas, tu sais, Léla Baudouin, tu en as parlé tantôt. Oui. Elle me racontait ça une fois sous couvert de l'anonymat. Je ne vais pas nommer les noms et tout. Mais elle reçoit des offres de boxeuses américaines de haut niveau pour dire « Peux-tu venir passer
8 semaines de camp d'entraînement. Là, combien ça paye? L'argent est bonne, mais là, des fois, là, avec la COVID, c'était compliqué. Fait que j'imagine qu'une fille comme Maïva Madouche, est-ce qu'à un moment donné, elle va dire à, je sais pas, moi, est-ce qu'elle va dire à Léla Baudouin ou même ça peut être Martine si elle a besoin d'une gauchère. Jessica Camara? Jessica Camara, viens passer un mois avec moi. Puis là, les deux s'aident parce qu'on le voit souvent, ça, dans le monde de la boxe. Exemple, Amadouche est supposé se battre en avril. On va donner l'exemple. Camara, elle pourrait trouver un combat en avril ou en mai. Et là, les deux vivent leur camp d'entraînement un peu ensemble et une profite à l'autre. C'est payant. Et quand je dis une Jessica Camara, pourquoi je dis elle? C'est parce qu'Amadouche et Camara sont à une catégorie de différence, une ou deux. T'sais, on sait que Camara s'est battue chez les 140, Amadouche est chez les 130, mais le vrai poids de Camara, c'est 135, une légère. Alors, tu n'as pas une grosse différence. Quand tu n'es pas en processus d'amaigrissement pour le combat, tu n'es pas en weight cut, le poids est presque similaire là, sur le ring. Alors, ça peut devenir intéressant pour une Amadouche d'aller chercher une fille un peu comme elle. J'ai un autre nom. Caroline Vert qui veut faire un dernier cycle olympique qui est née en France. Oui, Caroline Vert. On sait qu'Amadouche n'aime pas beaucoup le style amateur, OK? Elle me l'a dit en long et en large. Elle n'aime pas beaucoup Caroline Vert. Non, mais c'est pas contre Caroline Vert, c'est juste qu'Amadouche, ça ne lui convient pas du tout, ce style-là. Elle n'aime pas la boxe olympique. Elle l'a fait parce qu'elle voulait aller aux Olympiques, mais elle n'aime pas du tout la boxe. Donc, c'est sûr qu'une Caroline Vert contre une Amadouche, c'est intéressant, mais il faut que, pour que ça soit payant pour Amadouche, il faut que ça reste dans un style pro. C'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle vise. Elle n'a pas l'intention de refaire un cycle olympique à Amadouche, à moins d'une opportunité de dernière minute, mais Paris, pour elle, c'est pas nécessairement un but à court terme, c'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, elle m'a pas garanti qu'elle le ferait pas, mais tout dépendamment vers où Sam Décary et elle vont s'en aller dans le plan de carrière, les opportunités du cycle olympique vont-elles se représenter? Pour l'instant, il n'y en a pas, mais est-ce que ça va être, en 2024, c'est bientôt, une Caroline Vert peut devenir payante pour une Amadouche, là, justement, là. Moi, je m'entends bien. Moi, je m'entends bien avec Sam, puis il me donne tout le temps des scoops. Fait que là, moi, j'espère que Sam va devenir comme le prochain Marc Ramsey, parce que si Sam est au sommet du monde dans 15-16 ans, puis que moi, je suis son confident, là, imagine toutes les infos que je vais avoir. Puis Sam, que déjà, je ne sais pas si tu le savais, Sam, cette année, il a encore gagné le plus bel homme de la boxe québécoise. Ça fait 14 ans consécutifs qu'il gagne le prix. Je commence à en avoir. Je commence cette année de terminer deuxième. Senesia Superbad Estrada, j'ai déjà déclaré, je cite, je ne suis pas inquiet pour Kim Clavel contre n'importe qui au monde, mais si elle affronte Senesia Estrada, je ferme ma TV avant que ça commence. Cette fille-là me fait peur par sa force de frappe, par sa lance des coups. Elle a tout, on dirait qu'elle a tout pour elle a tout pour faire mal. Et là, elle a passé un sale KO à Maria Santizo, qui, n'ayons pas peur des mots, n'avait pas d'affaire dans le même ring que Senesia Estrada. Puis ça fait une couple de fois que, on se rappelle, l'autre, il avait fait 5 secondes. Senesia, elle a l'air difficile à matchmaker. Elle pourrait être plus facile à matchmaker. Je ne sais pas pourquoi là, ça se passe comme ça dans son entourage. Je trouve que Maria Santizo, c'était vraiment un adversaire faible pour elle. Déjà, elle n'était pas classée très, très haut dans aucune association, même si elle avait une fiche parfaite avec des knockouts. Je trouve ça délicat parce qu'on sait que Senesia Estrada, elle est à la course à l'unification dans 3 catégories. Elle se bat au 105, en 108 puis en 112. Alors, elle peut choisir une adversaire de qualité dans 3 catégories, tout dépendant vers où elle s'en allait. À la base, ce qui devait arriver avec Senesia Estrada, c'était une unification avec la championne IBF Yokasta Vaillé. C'est ça qui avait été dit pour décembre. Et ça ne s'est pas fait pour une raison X. J'essaie de le savoir vraiment en détail. Là, j'ai contacté Yokasta Vaillé pour savoir, mais je n'ai pas encore d'informations complètes, mais ça ne s'est pas fait. Par contre, c'est le prochain. Donc, elle voulait se battre à 105 livres absolument parce qu'elle se prépare pour Yokasta Vaillé, Senesia Estrada. Ça va être tout un combat d'unification. Ça devrait être le prochain combat. Yokasta Vaillé qui s'est battue aussi, on en parle un petit peu plus tard, mais en fait, on peut en parler tout de suite. Yokasta Vaillé qui s'est battue, elle aussi, à 105 livres, à peu près la même journée que Senesia Estrada. Donc, les deux se battaient. Ils auraient pu se battre l'une contre l'autre en unification. Ça ne s'est pas fait. Ce que je déplore de Senesia Estrada, c'est son choix d'adversaire quand soit elle va pour une fille qui a une ceinture ou pour un combat de championnat, soit il va comme des adversaires un petit peu trop faibles. Il n'y a pas de juste milieu. Moi, j'ai toujours l'impression dans ma tête que quand tu as une ceinture, tu devrais toujours affronter les meilleurs, ta meilleure aspirante, la meilleure personne disponible pour toi.
Et Seniza Estrada, ça lui arrive trop souvent d'avoir des adversaires plus faibles. Cela dit, c'est une grande boxeuse. C'est une boxeuse complète, comme tu dis. C'est clairement une P4P qui est en montée et qui est sous-évaluée encore parce que moi, je la considère au-dessus de Jessica McCaskill dans la qualité. C'est parce que McCaskill est undisputed qu'on la met tout le temps comme 4e P4P. Mais moi, dans ma tête, Seniza Estrada, elle n'est pas loin du calibre des 3 premières, qu'on parle d'Amanda Serrano, Clarissa Shields et c'est Amanda Serrano, Clarissa Shields et Katie Taylor, les 3 premières. Seniza Estrada, elle a le talent qu'il faut pour être dans les 3 premières aussi, là. C'est une bête. Le KO, là, il était spectaculaire. C'était malade. C'est juste que c'est triste de voir un KO comme ça contre une fille trop faible. C'est toujours le facteur de risque. Est-ce que ça lui enlève du crédit? Moi, je pense que oui. Je pense que frapper quelqu'un qui n'a peut-être pas un menton si éprouvé que ça, qui n'a peut-être pas eu de grands adversaires, puis lui la knocker de cette manière-là, je ne suis pas sûre que j'apprécie tant que ça le knockout. Si c'était un knockout... Mais non, quand elle a assommé la mère de famille, là, je dis, la tante exigène sur le ring, il n'y avait rien de le fun là-dedans. C'est l'inverse d'Alicia Baumgartner, à l'inverse, contre Terry Harper. J'ai apprécié beaucoup le knockout parce qu'on a 2 championnes, on a 2 filles de calibre, en fait. Alors, je trouve qu'ici, il y a plus de valeur à ce knockout-là qu'à un autre, en tout cas. Estrada a seulement 29 ans. Elle a passé pro en 2011 et elle a juste 9 KO en carrière. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on dirait que ça a pris une certaine maturité physique. Quand elle avait 19, 20, 21 ans, elle boxait. Elle les assommait pas. Puis à un moment donné, ils sont mis à tomber. Comme si, je sais pas, elle a vieilli, elle est allée chercher une maturité physique. Moi, elle me fait peur, pour vrai. Oui, très épeurante et dangereuse pour Kim Clavel aussi, parce que c'est sûr que si Kim gagne une ceinture à 108, elle va courir après. Là. Elle va courir après. Parce que moi, Kim Clavel, quand elle avait passé pro, elle me disait que la cible qu'elle avait mis dans un dos, c'était Marlène Esparza. Parce que Esparza était signée chez Top Rank, puis elle la connaissait les amateurs. Puis quand il est arrivé le combat entre Estrada et Esparza, j'ai fait comme « Oh mon Dieu! » C'est Estrada, le vrai danger ici. On va avoir un rematch d'Estrada-Esparza. Seniza le dit, parce que Esparza a maintenant une ceinture à 112. Donc, bien sûr, Estrada veut la ceinture de l'autre. Il veut tout. Un fait intéressant, juste pour te dire, le prochain combat de Seniza Estrada, je te disais que ça serait peut-être contre Yokasta Valle, la championne IBF des 105 livres. Ça pourrait se faire en 3 minutes, des rounds de 3 minutes. Pourquoi? Parce que Yokasta Valle s'est déjà battue sur du 3 minutes et Seniza Estrada voulait se battre en 3 minutes contre Santizo. Ça a été refusé par le clan Santizo. On comprend pourquoi quand on a vu le résultat. Le clan Santizo devait pas trop confier en ses propres aptitudes boxe pour Mais ça, affronter. C'est quelle ceinture, ça? Ça va être pour la ceinture. Tu veux dire... La WBC ne veut rien savoir du 3 minutes. Ça ne sera pas la WBC. Non, je pense que c'est WBA et IBF. Je sais que l'IBF, il l'accepte parce que Yokasta s'est battu contre Deborah Rengifo cette année sur du 3 minutes au Costa Rica. Maintenant, ça ne peut pas se faire n'importe comment, n'importe où, mais je sais que ça aurait pu se faire pour Estrada si le clan Santizo avait accepté. Donc, ce n'est pas la WBC parce que, comme tu dis, les autres ne veulent rien savoir. Je pense que c'est la WBA qu'elle a. Oui, la WBA sont un peu. Ouais. Ils ont le règlement élastique un peu. À suivre. Parce que là, s'ils commencent à avoir des combats de 120 puis des combats de 180, nous, c'est thématique 120. On va s'appeler 120 secondes extra, c'est tout. Pour appeler ça 120 ou 180 secondes, ça ne fitera plus dans 120 secondes extra, ça va être tout beau. Tout est planifié dans ma tête. T'inquiète pas pour mon branding. Oscar de la Hoya disait tout le temps que dans un bon match-up, il faut laisser mariner le combat, mais il disait si tu le marines trop, ta viande peut virer. Ici, je pense qu'on était impeccable sa marinade. On était dû pour que ces deux-là n'avaient plus vraiment d'autres, dire d'autres options. On était rendus là. Katie Taylor et Amanda Serrano doivent s'affronter. Et là, moi, je vais te dire une affaire. Je n'ai pas écouté le combat, mais des amis filles qui écoutent des combats de boxe, j'en ai beaucoup. Et là, c'était le consensus dans mes oreilles, en message audio. Le monde me disait, oublie Clarissa Shields, oublie Katie Taylor, la meilleure boxeuse au monde, c'est Amanda Serrano. Quelle performance! Elle peut tout faire dans un ring. Et là, je ne l'ai pas vu, ce combat-là, mais qu'est-ce qui est arrivé?
le mot américain, là, elle a skyrocket sa valeur dans son dernier combat. Ouais. C'est unanime. Parce que, bon, c'est ça, les deux filles, Katie Taylor se battait contre Firuza Sharipova, Amanda Serrano se battait contre Myriam Gutiérrez dans la catégorie de Katie Taylor. Hein, on y va chez les légers parce qu'on veut affronter l'autre, c'est une pratique. Myriam Gutiérrez, qui est une fille, qui est une ancienne adversaire de Katie Taylor, une fille qui est quand même une bonne boxeuse classée. C'est pas un pied de céleri, ça reste un top 10, si je me trompe pas, ou un top 15, capable de faire un bon combat, capable de faire la limite. C'est ce qui est arrivé. Elle avait besoin, Amanda Serrano, de pas avoir un knockout rapide, mais de faire des rounds dans la catégorie parce que Taylor n'est pas facile à knocker. Donc, il fallait quelqu'un pour l'entraîner dans ce chemin-là. Écoute, elle a martelé, là, Myriam Gutiérrez, là, tellement là, que Gutiérrez est sortie carrément semi-défigurée de ce combat-là. Elle a tenu debout, par exemple. C'est incroyable comment ce fait-là c'est la photo qu'on voit ouais. passer un peu partout. 200, ça se peut-tu? 236 power punch sans noix? Yes. Il fallait le faire rester debout parce que il y avait de la puissance là-dedans, mes amis. Puis c'était un combat enlevant. Myriam Gutiérrez a quand même réussi à faire certaines affaires intéressantes quand même. Ça reste qu'Amanda Serrano, on voyait qu'elle voulait impressionner parce que sa valeur, elle a besoin de vendre déjà d'avance qu'est-ce qu'elle peut faire à Katie Taylor. Puis ça, c'était parfait comme combat pour montrer qu'est-ce qu'elle était capable de faire. Maintenant, c'est triste pour Myriam Gutiérrez. Le coin aurait dû arrêter ça avant. Moi, je trouve que le coin était très irresponsable parce qu'elle avait mangé autant de coups. Là, présentement, elle est allée à l'hôpital. Il y a une photo qui circule des deux femmes ensemble, tout ça. Après, elle est allée à l'hôpital, Myriam Gutiérrez, puis elle était vraiment maganée. Elle était vraiment, ils disent semi-défigurée. Là. Probablement que les os étaient cassés. Elle condolée un peu. Mais ça, c'est une question que je vais te poser. Dans ce combat-là, c'était quoi le pointage quand ça a été... Ça a toutes les rounds. C'est à sens unique. Tu vois, c'est ça. Mais je voulais tous les rounds sont allés à Amanda Serrano. Il n'y a pas eu d'exception. Je pense qu'il n'y a personne qui a donné un round à Myriam Gutiérrez. Voilà mon raisonnement. Ça, sachant que ça aurait été surprenant que Gutiérrez fasse un one-punch KO sur Serrano après avoir perdu les premiers rounds. Est-ce qu'en boxe, on a peut-être un petit peu tendance à trop étirer la sauce? Tu sais, quand c'est un combat de 10 rounds, puis que c'est 7-0, puis qu'on sait que Gutiérrez ne traîne pas sa puissance dans les derniers rounds, tu sais, tous ces KO ont dû probablement arriver en début de combat, On a peut-être un petit peu tendance, 236 power punch, ça veut dire après sa ronde, c'était 180 power punch à 22, mettons. Pourquoi à un moment donné, le coin devrait être responsable. Il y a une forme de courage qui est inutile. Tu ne vas pas virer le combat sur un one punch. Surtout, à moins d'être Deontay Wilder. Oui, mais chez les heavyweights, c'est une autre affaire. Non, je le sais, mais je veux juste dire, il y a des boxeurs qui ont la claque one punch KO. On en a connu que j'aurais des noms que je peux te dire, si on avait arrêté ce gars-là, mais c'est un combat sur 10 000. Fait que des fois, je trouve qu'on a un petit peu tendance à étirer la sauce. En ce sens-là, ça a été reconnu par Stéphane Arnois et Yvon Michel, Marie-Ève Dicker, Cynthia Lozano. Le coin de Cynthia Lozano a été très responsable parce que à un moment donné, ils ont vu ça allait dégénérer. Là. Ils ne veulent pas qu'une autre histoire à la Yannette Zakaria-Zapata arrive. Là. Alors, ils ont arrêté le combat. Et moi, quand j'ai posé question au coach, après, il m'a clairement dit, on a vu qu'il y avait une différence technique et que ça ne valait pas la peine de prendre des risques supplémentaires. Cynthia Lozano était très insultée de ça, mais était fâchée après son coach, mais ça reste que le coach, ici, a une responsabilité morale. Il faut qu'il protège son athlète avant tout, surtout si tu veux faire progresser ton athlète dans le futur. Ici, avec Myriam Gutiérrez, on a des lacunes, clairement. Là, on a eu une lacune du coin. L'arbitre aussi, hein, parce qu'après... Le coin, le docteur, l'arbitre, tous ceux qui sont... Tout le monde ici, là, ils ont perdu la tête, là. Tous ceux qui ont l'autorité morale d'arrêter le combat. Tu as voulu faire un détour par Lozano. Moi, j'avais une question piège et je te la pose tout de suite. Mais attends, on va garder ma question piège. J'ai deux questions pour toi. Katie Taylor contre Amanda Serrano. Katie Taylor est pas mal favorite contre n'importe qui dans cette division-là, mais a fini par avoir des combats compliqués. On l'a vu contre Person, on l'a vu contre, c'est quoi son nom, Natasha Jonas? Oui. Mais est-ce que Serrano pourrait être celle qui va fermer le gap de
je perds 96-94, je gagne 96-94. Oui, Amanda Serrano est définitivement capable de battre Katie Taylor. D'ailleurs, je la favorise pour ce combat parce que je pense que le niveau de confiance va faire la différence ici. Aptitude boxe, qualité, versatilité, tout ça, les deux sont très bonnes. OK? Peut-être que Katie Taylor est meilleure technicienne qu'Amanda Serrano. Amanda Serrano peut compenser avec de la puissance, OK? Que Katie n'a pas nécessairement. Bon, mettons qu'on mettait Taylor un petit peu en avant côté technique, puis la capacité de durer aussi sur du 10 rounds, elle le fait plus souvent que Serrano. Je considère quand même que Serrano, c'est elle qui a la confiance, qui a le vent dans les voiles présentement, parce qu'elle accumule succès après succès, puis elle affronte les meilleurs aussi tout le temps. Elle a tout le temps des bonnes. Elle a eu Yamilette Mercado, Daniela Bermudez. Elle affronte tout le temps des grosses pointures. Elle a Jake Paul en arrière d'elle. Puis elle a Jake Paul en arrière d'elle. Écoute, le vent de confiance. Tu vois que Katie Taylor s'est battue contre Firuza Sharipova, qui était sa mandatory, son aspirante obligatoire. Tout le monde disait, c'est qui elle? Elle a fait un bon combat, Firuza Sharipova. Ouais, après 2-3 rondes, on avait l'air dans un combat, puis après ça, ça s'est un peu dépeint. Dans le fond, c'est drôle, je viens de penser à ça. Les deux personnes qui en ont fait le plus pour la boxe féminine en 2021, c'est Marie-Ève Albert puis c'est Jake Paul. Fait que dans le fond, vous disait, c'est vrai, Jake Paul, c'est incroyable ce qu'il fait. Il investit beaucoup. Il a amené les filles de l'équipe nationale à son combat, VIP, prenez-vous une table. Il donne des grosses bourses à Amanda. Il y a des trains d'Amanda Serrano. Le combat Katie Taylor, Amanda Serrano, les deux filles vont être millionnaires. C'est déjà c'était. Alors, on ne voit pas ça souvent en boxe féminine. C'est excitant pour la boxe féminine de voir ça. Ça va être le même principe pour Savannah Marshall et Clarissa Shields. C'est des combats millionnaires pour chacune des deux. Là, on commence à le voir. On commence vraiment, on sent, là, 2022, il y a un tournant côté salarial quand tu es une grosse pointure. C'est parfait, imagine Jake Paul devenir un genre de Robin des Bois. Il se fait surpayer pour affronter des anciennes gloires de l'UFC. Là, il prend l'argent puis il rend des filles millionnaires en boxe féminine. C'est le meilleur scénario que tu peux avoir. Puis là, j'ai une sous-question, essaie pas de t'en sortir. Tu as parlé de Lozano. Oui. Moi, là, je ne sais pas comment je pourrais me rendre ça, mais j'aimerais ça que toi, tu fasses le message. Si je suis Marie Spencer, je m'en vais affronter Lozano chez elle au Mexique. Je l'arrête avant le 7e, puis je m'arrange pour que les vidéos soient partout en Amérique du Nord. C'est ma théorie, ça. Le prochain combat de Lozano va être contre une fille avec un gros background amateur qui va vouloir lancer un message à la division, comme Savannah Marshall avait fait sur Alejandra Ayala au 2e round. Le plus grand danger de McCaskill présentement dans la division, moi, je considère que c'est Mary Spencer. Pourquoi? Parce que Mary Spencer, elle a un background énorme, puis elle est moins connue du côté des pros. Donc, elle peut utiliser le fait que ça fait longtemps qu'on entend moins parler d'elle, mais qu'elle est encore top shape. Moi, je la vois très dangereuse, Mary Spencer, et effectivement, elle pourrait pas facilement, j'aime pas dire ce mot-là, je suis pas boxeuse, fait que je devrais pas dire ça, mais elle devrait confortablement arrêter Lozano, selon moi, si elle applique un plan de match en conséquence. Voilà. Elle va trouver une solution comme... Tu sais, Marie-Ève, elle l'a trouvé vite. Elle a trouvé la solution. Là. J'ai juste à planter les pieds, puis elle n'avait aucune réponse contre la gauche. Fait imagine Marie Spencer, ça se peut qu'elle trouve des réponses. En tout cas, moi là, si j'étais boxeur ou gérant, je ferais que ça, aller chercher des comparables, puis m'amuser à les sortir partout. Première défense en dents de scie pour Erika Cruz. On va y aller vite là-dessus. Erika Cruz, c'est celle qui avait battu Jelena Emertrinovic. Donc, elle faisait sa première défense de ceinture à Puerto Vallarta. Elle est nouvellement signée par Matchroom. Donc, elle avait vraiment une tribune Matchroom pour la première fois dans un gala 100% mexicain où elle était la vedette. Elle affrontait une très bonne boxeuse en Melissa Esquivel, qui est une boxeuse assez complète, qui avait déjà fait la pluie et puis le beau temps contre Paulette Valenzuela. Elle avait perdu, mais avait fait un bon combat contre elle. J'ai trouvé que Erika Cruz, j'ai pas trouvé Erika Cruz très convaincante contre Melissa Esquivel. Elle aurait dû être capable de passer Melissa Esquivel un petit peu plus facilement que ça. Et en tout cas, j'ai pas trouvé les belles qualités que j'avais vues contre notre Yelena nationale contre Esquivel. Je sais pas si c'était la nervosité, c'était l'inactivité parce qu'elle s'était pas battue depuis ce temps-là. Je sais pas si c'est une question de camp d'entraînement. Je sais qu'elle était pas satisfaite
satisfaite de son combat elle-même, Erika Cruz. Quand ils lui ont posé la question, après, elle n'était pas satisfaite. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va suivre, mais j'ai l'impression qu'une Erika Cruz, justement, qui pourrait, elle, une fois qu'Amanda Serrano a fait Katie Taylor, Amanda Serrano a clairement dit qu'elle allait revenir unifier sa division, c'est la division des 130, des 135. On aurait ici Erika Cruz. Il y a Erika Cruz qui est vraiment une des filles qui a les ceintures. Là. Ça va être dangereux. Moi, je ne pense pas qu'elle passe à une Amanda Serrano avec ce que j'ai vu. Là. Il n'y a pas grand chance. Oh. Prochain sujet. Prochain sujet. Après ça, j'ai un sujet improvisé pour toi. Parfait. Combat annulé à la dernière minute et retour raté pour Kenya Henriquez. Kenya Henriquez, qui pourrait être une rivale pour Kim Clavel aussi, c'est dans ces catégories de poids-là. Kenya Henriquez, absente quasiment 2 ans. Seigneur, elle se présente overweight. Non, mais moi, j'haïs ça. Quand tu as 2 ans pour te préparer, puis tu te présentes overweight sur la balance, là, ça fait pas sérieux. Elle était gênée de tout ça. Il y a eu comme une pseudo-entente là, de fait, puis le combat était annulé quand elle avait ses gants. Là, ça s'est pas fait pour d'autres raisons. Là. Je voulais juste le mentionner. C'est vraiment quand on dit un retour raté, là, c'est ça. Tu peux pas avoir plus que ça. Là. Faire patate de cette manière-là, là. Tu sais, c'est une boxeuse talentueuse, c'est intéressante à suivre, mais t'es pas sérieuse, là. Ça fait 2 ans que tu es absente. Tu as 2 ans pour te préparer à faire le poids. C'est toi qui choisis quand tu reviens d'une certaine manière, là. En tout cas, je suis peut-être un petit peu virulente, là, parce que c'est vrai que des fois, tu te fais faire une offre à la dernière minute, mais c'est quand même elle qui est la vedette. Donc, elle a quand même le choix de ses dates un petit peu plus. Elle était chez elle au Mexique. En tout cas, je sais pas. Je dis ça, je dis rien, là, mais je n'étais pas satisfaite de ça. Fâche-toi pas. En conclusion, je veux t'entendre parce qu'on fait un podcast à chaque mois. Je vais te poser une question sortie d'une boîte à surprise. C'est quoi les 3 combats en 2022 auxquels tu as le plus hâte, qu'on peut dire qui sont déjà signés, et les 3 combats que tu aimerais voir en 2022? Je vais te donner mon exemple. Moi, mais tu n'as pas le droit de le reprendre. Moi, je veux voir Claressa Shields contre Savannah Marshall en 2022. Puis le combat que j'ai le plus hâte qui s'en vient, c'est Kim Clavel contre Yanezia Gomez. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qui est déjà signé, et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau de Noël si c'est toi qui décides des combats? Déjà signé, tu as bien sûr Amanda Serrano contre Katie Taylor. C'est signé, on attend la date. Ça va être au Madison Square Garden, probablement en avril, là, c'est ce qu'on entend. Là. Mais c'est signé, ça, on l'a su. Ça, c'est ce qui me fait vibrer numéro 1 pour moi. J'aimerais, numéro 1, vraiment pour moi. Qu'est-ce que j'aimerais? J'ai hâte de voir Kelly Reese contre notre amie Chantel Cameron. Vraiment. Road to Undisputed, pour moi, je trouve ça intéressant. Ça c'est signé aussi, donc ça va avoir lieu probablement très bientôt aussi. Alors ça, c'est 2 combats déjà. Hey, le 3e combat signé, là, avec la COVID, j'avais hâte de voir le grand retour de Sarah Mahfoud, qui devait se battre après 2 ans d'inactivité, mais c'est reporté. Je ne sais même plus contre qui elle se bat. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais hâte. Ça devait arriver en janvier, puis au Danemark, mais c'est reporté à cause de la COVID. Ça va avoir lieu quand même cette année. Puis dans ce que j'aimerais voir, là, il y en a beaucoup des combats que j'aimerais voir, mais j'aimerais beaucoup voir Alicia Baumgartner contre Michaela Mayer. Il y a beaucoup d'animosité là-dedans déjà. Alors, ça met la table pour quelque chose d'excitant. Ça, c'est le gros combat que j'aimerais voir. Ici, au Québec, j'aimerais quand même avoir Marie-Ève Dicker, avoir brillé plus, que ce soit contre peut-être contre une Anna Rankin. C'est quelque chose que j'aimerais voir. J'aimerais voir Marie-Ève Dicker avoir une opportunité de se racheter, je dis entre guillemets, parce qu'elle a tellement été critiquée sur ce dernier combat. Je voudrais qu'elle puisse faire mentir tous ses détracteurs pour qu'on dise « Oh mon Dieu, c'est vrai, elle est aussi bonne que ça, Marie-Ève Dicker. » Ça, c'est vraiment un combat que j'aimerais voir. Probablement, on va dire Anna Rankin, ça pourrait être Patricia Bergu, ça pourrait être n'importe qui d'autre de qualité, une Raquel Miller. Mais vraiment une bonne adversaire pour Marie-Ève, puis qu'elle fasse la performance à laquelle elle s'attend. Il m'en manque-tu un à dire? Non, mais j'avais une dernière question. Sur la scène québécoise, on a chacun un vœu à faire. Moi, je fais mon vœu en premier. Moi, je veux, comme vœu, le retour de Vanessa Lepage-Joannis. Elle n'a pas encore 25 ans.
En 2017, elle s'est battue en championnat du monde. Ensuite à ça, elle a eu des problèmes de santé. Son poids augmentant malade. En 2021, elle s'est mise sa grosse diète, 2 jogging par jour. Elle a littéralement fondu. Elle est dans la shape de sa vie. Elle pense peut-être même pouvoir peser un 168 ou un 175, elle qui a toujours été à des années-lumière de ça. Et c'est une fille qui, moi, je l'avais vue contre Annie Mazerol à Eye of the Tiger. J'étais assis au Théâtre Olympia, puis là, j'avertis tous les journalistes alentour de moi. Arrêtez de regarder vos feuilles. Arrêtez de regarder les 3 derniers combats. Les 2 filles, je les ai vues au Nouveau-Brunswick avec la mère de Vanessa filmait dans la foule. Le monde était méchant au Nouveau-Brunswick, ça criait « Tu vas perdre, maudite Québécoise! » Puis là, elle avait gagné facilement le combat. Les juges avaient failli jouer un tour. La revanche à Montréal, là, tout le monde a lâché les ordinateurs, tout le monde a lâché les cellulaires. Ça se battait en malade. À qui mieux? Vanessa n'a même pas 25 ans encore aujourd'hui. Mais non, c'est jeune, là. J'aimerais le retour de Vanessa Lepage-Joannis en 2022. C'est mon souhait. Alors, Vanessa, si tu nous écoutes, tu sais quoi faire. On va y envoyer. Oui. Moi, mon vœu, c'est ça, on parlait de toutes les jeunes boxeuses ou les boxeuses québécoises et canadiennes qui veulent passer pro, qui veulent faire une ascension. Moi, je vais souhaiter une tribune pour ces filles-là, avoir des opportunités. Pourquoi? Parce que c'est pas facile au Canada d'avoir des opportunités quand tu n'es pas signé avec un promoteur digne du nom. Puis en même temps, quand il n'y a pas beaucoup de promoteurs, tu es un petit peu prise, là. Parce que souvent, tu vas aller te battre sur les cartes de l'un, puis tu ne peux pas vraiment, après ça, accepter une offre sur la carte de l'autre. Je dis ça, je dis rien. J'aimerais que ça se règle, cette affaire-là. J'aimerais que les filles puissent être libres de choisir où elles veulent aller, que ce ne soit pas pénalisant pour elles d'avoir accepté chez un promoteur A ou chez un promoteur B une opportunité de combat. Voilà. Non, mais ça, c'est que tu dis ça parce que ça existe. Moi, à vrai dire, je ne le sentais pas tant que ça. J'ai l'impression que les promoteurs sont assez adultes pour comprendre qu'une boxeuse indépendante, elle voit le temps de sa carrière qu'elle vieillit, puis tu prends les opportunités. Est-ce que ça existe ou pas? La question, moi, je ne le sais pas, mais je sais qu'il y a des boxeuses, plusieurs boxeuses, qui restent craintives d'accepter des offres. Alors, quand tu es craintif, c'est parce que ça donne une idée, ça donne une vision peut-être erronée. Si les promoteurs nous écoutent, ça serait bien de rectifier ça, parce que si les boxeuses sont sur le frein parce qu'elles ont peur d'être pénalisées en acceptant d'un bord ou de l'autre, je parle des promoteurs du Québec, mais ce n'est pas juste au Québec. Là. On voit ça ailleurs aussi. J'aimerais ça que les femmes aient plus le choix, la maîtrise de leurs opportunités. Là. Et on parlait de toutes les filles qui pourraient peut-être passer pro, Mathilde Baraillé, Sarah Couillard, etc. On va leur souhaiter vraiment d'avoir la chance de les voir, là. Les voir à l'œuvre, qu'ils fassent un beau début pro, les filles, début pro intéressant avec une belle tribune, que ça ne soit pas caché sur un site Facebook obscur, que ça soit appuyé par une machine en arrière pour les mettre en valeur, même s'ils ne sont pas signés avec un promoteur. Moi, c'est ce que j'aimerais, là. C'est des vœux pieux. C'est des vœux qui sont peut-être pas réalisables, mais on s'en va vers là en boxe féminine. Alors, je veux juste ouvrir, mettons, la discussion, puis lancer l'idée. C'est ça que j'aimerais. J'aimerais qu'à la fin 2022, quand on va se reparler pour faire le post-mortem de l'année, qu'on puisse se dire « Hey, on a vu nos filles québécoises commencer. On peut les suivre maintenant depuis le début. On sont pas... » Tu sais, c'est vraiment ça. Bon, c'est un beau message d'espoir. Puis je pensais à la fin 2022, la manière que ta carrière a progressé dans les 6 derniers mois. J'ose pas imaginer où tu vas être en décembre 22. Ça va être des studios de télé. Tu vas probablement être... Eddie Hearn va t'avoir signé un contrat d'exclusivité. Tu n'auras même plus le droit de nous parler, probablement. Fait que, hey, merci d'avoir été là. Sauve-toi pas, là. Je vais t'envoyer ça dans ton courriel. Là. Et les gens à la maison, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Bye, joyeuses fêtes!